Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième édition de Hit & Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe. Nous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine. Toujours dans Hit & Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre week What's Up et un bref récap de la troisième semaine de la Wargaming Gold League Europe, alors que c'est au tour des Strong Sema de jouer 2 matchs dans la semaine et de tenter de remporter enfin leur première victoire. Nous embrayerons juste après avec un focus sur la nouvelle carte qui fera son apparition dans la 9.13, Pilsen. Nous aurons ensuite dans le viseur les Kaznakru, une des plus anciennes équipes en ligue professionnelle et l'un des favoris de cette saison. Toujours dans le viseur, j'aurai le plaisir d'interviewer le responsable d'un clan qui propose des formations aux joueurs pour les aider à progresser dans le jeu. En tant qu'affaire, nous verrons les résultats du concours de la semaine dernière et nous lancerons le nouveau concours de cette semaine. Enfin, nous clôturons l'émission avec le commentaire du meilleur replay de la semaine, toujours avec Jimmy. Premier tiers de la saison de la Wargaming Gold League Europe et les équipes donnent tout pour être bien classées avant la trêve hivernale. Cette semaine, c'est au tour de Strong Sema de jouer à 2 reprises, contre Rusty Ruster et contre Pentasport. En étant à 3 défaites consécutives, cette semaine est très importante pour eux car ils doivent se ressaisir pour éviter d'être trop loin au classement avant la trêve hivernale. Strong Sema et Rusty Ruster sont les deux seules équipes n'ayant pas encore enregistré de victoire cette saison. Ils s'affrontent lors du premier match de cette journée, un match capital pour leur morale et la suite de leur saison. Sur la première carte, Ruinberg, Strong Sema a tenté de surprendre, mais en plus de rater leur attaque, ils se font surprendre lors de leur défense à cause du rush cap de Rusty Ruster. Leur défense est également inhabituelle sur Village Fantôme, et les met dans une position délicate dont ils ne sortiront pas. À 0-3, les joueurs de Strong Sema doivent se ressaisir, et le font en effectuant une agression bien exécutée lors de leur attaque. Néanmoins, leur défense sur Muro 24 ne tient pas, du fait d'un très bon mouvement de Rusty Ruster qui s'offre 3 balles match. La première est un échec, car leurs adversaires feront un très bon push à l'ouest qui ne sera pas puni. Le deuxième sur Prokorovka échoue, sur un brawl mal engagé, et la troisième balle du match sera la bonne, en laissant Strong Sema se perdre au centre de la carte. Rusty Ruster a effectué une belle rencontre et mérite sa première victoire de la saison, 5-3. Pour notre deuxième affrontement, la révélation de ce début de saison Oops va combattre Synergy, une des équipes les plus expérimentées de la Gold League. Ce match commence très fort sur Village Fantôme. Les deux équipes tentent des captures sur leur attaque. Celle de Synergy est propre, tandis que celle de Oops a été très compliquée. Néanmoins, les deux équipes se séparent sur le score de 1 partout avant d'aller sur Himmelsdorf. Oops fait alors un travail monstrueux sur cette carte, en sortant la défense parfaite contre l'assaut Synergy, et en effectuant les bonnes décisions sur leur attaque, avec un énorme travail de Damnus et Duck of Death en E100, ainsi que de Sanyu en T54. Les attaques sur mine sont minutieuses et gagnées de chaque côté, et Oops a l'avantage en allant sur Morovanka en menant 4-2. Leur attaque ne passe pas, car Synergy initie un bon brawl. Synergy tente à capture en base 1 sur leur attaque, mais Oops réagit parfaitement et détruit tous les chars adverses. C'était un match très solide et très serré entre ces deux équipes, mais c'est Oops qui remporte ce match 5-3 et qui enchaîne sa 3e victoire consécutive. Avec Oops, Snakebrod est l'autre révélation de ce début de saison. Leur match contre Utopia est un véritable test pour jauger leur véritable potentiel. Ce match commence sur mine, avec un brawl remporté par Utopia. Snakebrod a la réussite sur leur défense avec un amorak instantané qui a largement favorisé leur victoire. L'exécution des attaques est bonne pour les deux équipes sur Himmelsdorf, et c'est sur le score de 2 partout que les deux équipes vont sur Village Fantôme. L'attaque Necrobot est bien exécutée, mais un manque de réussite de Crux et un très bon travail de Bichu et Forbidden donnent la victoire à Utopia. Leur attaque est cependant un échec en fonçant dans un étau duquel ils ne peuvent sortir vivants. Les défenses de Necrobot sont très solides, et celle de Prokorovka est peut-être la meilleure car elle n'a jamais donné la possibilité à Utopia de remporter la bataille. Leur attaque débute sur une capture de base et se termine sur un 2 contre 1 avec 2 STB1 contre le Bachation Utopia. Malheureusement pour Utopia, les STB1 remportent l'affrontement et permettent à Knickerbrod de reporter sa 3e victoire de la saison sur le score de 5-3. Pour le deuxième match de la semaine de Strong Sema, l'adversaire est Pentasport. Les Polonais ont l'opportunité enfin de remporter leur première victoire contre une équipe en méforme. Sur la première carte Prokorovka, Strong Sema souhaite se jouer l'est de la carte, mais les stratégies de Penta sont axées sur l'est. En voulant aller chercher les contacts, ils prennent beaucoup trop de dégâts et perdent leur attaque. Et ils s'en sortent mieux sur leur défense, sans prendre beaucoup de dégâts, et l'affrontement est cette fois pour les Polonais. Sur Morovanka, Strong Sema contre la stratégie adverse et gagne la défense sur un brawl dans la forêt. Pentasport réussit également sa défense, malgré la tentative d'attaque des Polonais à 2 flancs. À 2 partout, les deux équipes vont sur mine, et Penta gagne les 2 brawls au centre, alors que Strong Sema avait sa chance. Les affrontements sur falaise se déroulent vers l'ouest de la carte, et chaque offensive prend les défenseurs en défaut. Les 2 défaites sur mine ont été préjudiciables pour Strong Sema, qui perd ce match contre Pentasport 5-3, en est donc à 5 défaites consécutives. Avec 3 victoires consécutives, Kaznakru est en forme en ce début de saison. On ne peut pas redire autant de leurs adversaires out of range, avec une seule victoire en 4 matchs.
La différence de niveau entre les deux équipes se voit dès le début de la bataille sur Prokhorovka. Les joueurs de Kaznakhu avancent progressivement sur les joueurs adverses et font un perfect. La seconde bataille se résume en un face-à-face des deux côtés des rails, et les affrontements collectifs et individuels sont à l'avantage de Kaznakhu. Les deux affrontements sur mine sont des brawls. Strongshema a l'habitude de ces derniers, mais Kaznakhu a été irréprochable sur ces deux engagements et les remporte aisément. Out of Range tente un rush en attaque sur Village Fantôme, mais Kaznakhu était en position pour contrer cette agression. Kaznakhu a donné une véritable leçon Out of Range sur cette rencontre et effectue au passage son second clean sweep de la saison. Pour notre dernier match de la semaine, Ding doit affronter Tornado Rocks, une des trois équipes encore invaincues cette saison. Les deux équipes commencent sur Village Fantôme et Tornado Rocks tentent d'aller agresser directement leurs adversaires, mais avec trop de ratés et un focus médiocre, ils n'ont pas pu remporter la victoire lors des deux batailles sur cette carte. Ding fait de meilleurs choix, et cela se voit également sur Murovanka, où deux équipes veulent la capture à l'ouest. Les affrontements sont serrés, mais tournent systématiquement à l'avantage de Ding. À 4-0, Tornado Rocks se réveille en effectuant une belle défense et une défense propre, une belle agression au centre avec leur char moyen en attaque. Néanmoins, Ding sautera le glade de Tornado Rocks et le brawl au centre est gagné par Ding. Tornado Rocks a été trop agressif lors de cette rencontre. Ding a effectué de bons choix et a pris les bons affrontements, leur victoire 5-2 étant amplement méritée. Cette victoire est cependant une belle surprise contre le dernier gagnant du Continental Rumble et permet à Ding de monter à la seconde place, derrière les Kaznakhu et devant la bonne surprise de cette saison, Oops, The Tough Giraffes. De leur côté, les équipes polonaises sont en grande difficulté cette saison, et si Utopia l'excuse d'un mauvais calendrier, la saison risque d'être très longue pour Strongshema et Out of Range. La version 9.13 verra l'arrivée d'une nouvelle carte, Pilsen, du nom d'une ville tchécoslovaque célèbre pour avoir été le berceau de deux fleurons de leur industrie, les usines de blindés Skoda et la brasserie Pilsner Urquell. Cette carte, accessible en random et en rampage, est dans la continuité de cartes déjà existantes, mariant zones urbaines et plaines comme Ruinberg et surtout Ensk. Ce mélange contribue à rendre la carte intéressante à jouer pour toutes les classes, les chars lourds et certains chasseurs de chars étant à l'aise en ville, les artilleries, chasseurs de chars mobiles et surtout les chars légers étant à l'aise dans la zone de plaine. Et comme d'habitude, les maîtres seront leur aise partout. La topographie de cette nouvelle carte est donc très proche de celle de Ensk, à une différence près, sa taille. En effet, Ensk est une carte très petite, mesurant seulement 600 mètres de côté, alors que le standard dans le jeu est de 1000 mètres. Ruinberg mesure elle 800 mètres, et à Munne, Pilsen semble mesurer 1000 mètres de côté. Dans tous les cas, la zone ouverte à l'est se présente comme un excellent terrain d'affrontement pour les chars légers et moyens, contrairement à la zone est de Ensk, bien trop étriquée. Ici, les chars pourront déployer tout l'éventail de manœuvres habituelles et bénéficier du couvert des maisons pour prendre des positions offensives. Gameplay mis à part, cette nouvelle carte est vraiment splendide et dégage une excellente atmosphère de guerre et de destruction, sans être déprimante comme Stalingrad, et sera clairement la bienvenue. Beaucoup d'équipes ont évolué en ligue professionnelle de World of Tanks, et beaucoup de clans sont présents sur les modes compétitifs du jeu. La force de Kaznakhu est d'être reconnu à la fois en tant que clan performant et redouté, mais également en tant qu'équipe professionnelle très dangereuse. C'est également la seule équipe n'ayant jamais changé de nom depuis le début de la ligue professionnelle il y a maintenant plus de 2 ans. Cette équipe n'est pas aussi stable que Wombat Tanks, mais cela n'empêche pas d'avoir une base de joueurs identiques et d'être efficaces. Comme les Wombats, ils ont toujours été présents en ligue professionnelle et sont restés dans le top 6 lors de chaque saison. D'une équipe serbe, Kaznakhu est devenue une équipe européenne et cela leur a réussi. En remportant la saison 5 de la Wargaming Gold League Europe et en arrivant à la 4e place lors des derniers championnats du monde, Kaznakhu a surpris et est devenu une des équipes emblématiques de la semaine e-sport. Néanmoins, la dernière saison ne fut pas excellente pour eux, en échouant aux portes des playoffs contre Pentasport à la 5e place. Kaznakhu reste une équipe emblématique de World of Tanks. Ils n'ont pas la carrure de Wombat Tank, mais ils ont la capacité de battre n'importe qui lorsqu'ils sont sur leur nuage. Cette équipe est le parfait outsider, capable de bousculer les grosses équipes comme Tornado Rocks et Wombat Tanks. Leur match de cette semaine contre Out of Range montre leur véritable point fort, à savoir leur stratégie et leur collectif. Cette équipe est capable de trouver des solutions, même sur des brawls, pour avoir l'avantage au niveau du positionnement et ainsi remporter plus facilement la bataille. C'est une équipe propre et leurs matchs sont beaux à voir. Néanmoins, cette équipe est aussi capable de rater complètement des batailles. Cela ne s'est pas encore vu lors de cette saison, mais leur a été préjudiciable lors de la précédente. S'ils sont capables de retrouver la stabilité qui a fait leur force en début d'année, cette équipe sera une des favorites pour décrocher la victoire à l'issue de cette saison. Parmi les 11 joueurs de l'équipe, 4 étaient déjà présents à leur début. Piloda, Cobralion, Veko et Iba, qui est le capitaine de l'équipe depuis plusieurs saisons maintenant. Même si Piloda et Cobralion ne sont plus titulaires, Veko et Iba sont encore présents dans le set principal, avec le capitaine comme strateur principal. Les anciens Kaznakhu ne sont pas les seuls bons joueurs. Actuellement, l'homme en forme du clan chez Kazna est Izne. Ex-TCM et homme du match à 2 reprises, il a montré de très bons mouvements individuels, comme l'annulation de la capture à la dernière seconde contre Nickelbrod sur Step. Cette saison,
Nous retrouvons les Kaznakhrou à leur niveau d'il y a un an, lorsqu'ils étaient au sommet de l'Europe. C'est la dernière équipe invaincue avec 4 victoires, sans compter Guamatan Sank, ne jouant pas du fait de la World Cyber Arena. Cette performance n'est pas une surprise, mais ils devront tenir le rythme pour avoir une chance de revenir au sommet de l'Europe et de participer à leur second championnat du monde. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter une interview de Bekanovaz, un des principaux membres de l'EFTAC, l'école de formation aux techniques anti-chars, un clan qui propose aux joueurs de tout niveau des stages pour apprendre à mieux jouer. Bonsoir Bekanovaz, merci de nous avoir rejoints pour cette petite interview. Donc tu es responsable pour le clan EFTAC, qui est un clan qui s'occupe de l'entraînement principalement de, je pense, des nouveaux joueurs sur World of Tanks. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu ton clan et puis ses objectifs? Oui, alors déjà bonsoir tout le monde. Alors effectivement au départ l'EFTAC est c'est pas proprement dit un clan, c'est une école, une académie de formation. Mais comme au niveau Wargaming on ne peut pas distinguer l'académie de formation et le clan, c'est donc effectivement classé dans les clans. Donc je fais partie des gens qui animent l'EFTAC, comme d'autres qu'on citera à la fin parce que faut refaire un petit peu l'histoire. L'EFTAC a été créé il y a quand même il y a plus de 2 ans. Était tombé un petit peu en sommeil et avec un joueur de la communauté qui s'appelle Spio FR. En juin 2014, on a donc décidé de reprendre l'EFTAC avec l'aide de Wargaming parce qu'on n'avait pas l'identifiant du clan. Donc Wargaming nous a bien aidé pour reprendre la main sur l'EFTAC et on a relancé en juin 2014 l'EFTAC et fait appel à quelques joueurs de la communauté qui se sont fait un plaisir de nous aider. Donc je pense qu'on pourra les citer à la fin de l'interview. Bien sûr. Parce qu'il faut leur rendre hommage. Donc rendre hommage aux joueurs qui sont à la fois permanents au sein de l'EFTAC, c'est-à-dire qui assurent régulièrement des cours, mais également à tous ceux qui viennent contribuer à l'EFTAC, ne serait-ce que répondre à une question sur le fil de discussion, ne serait-ce que donner quelques cours, ou tout simplement un avis, un conseil, parce que l'EFTAC en fait est animé par justement des joueurs qui sont bénévoles, et chacun ayant ou non un clan, à d'autres occupations, que ce soit en vie IRL ou dans leur clan, chacun donne un petit peu de son temps, en souhaitant, parce qu'on n'a rien à attendre en retour, aucune récompense, c'est pas le but. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui viennent à l'EFTAC, quand ils en ressortent, après quelques séances de cours, aient une meilleure appréhension au niveau des mécaniques de jeu et comprennent un petit peu mieux le principe à la fois du gameplay, à la fois des chars et puis du jouer en équipe. D'accord. Et donc du coup, vos cours, c'est plus quel niveau et ça supporte sur quelle thématique? Alors on a 3 principaux modules sur lesquels on essaie de travailler régulièrement. On a déjà le niveau débutant. Ça s'adresse aux joueurs qui a en gros moins de 500 ou 1000 batailles, qui déjà ne connaît pas la différence entre les chars, qui ne saura pas forcément donc se positionner sur la map et n'aidera pas son équipe. Donc faut tout lui apprendre, comment on manipule un char, quel est son rôle dans la partie, lui faire découvrir aussi tout ce qui se passe dans le garage, les compétences d'équipage, comment optimiser les équipages, pas partir dans du n'importe quoi. Ouais. Ensuite on a le joueur, on va dire intermédiaire, le joueur moyen, qui lui vient à l'EFTAC essentiellement pour se perfectionner. Parce qu'il a déjà des bases, donc forcément quand on va s'adresser à lui, on va utiliser des mots un peu plus techniques qu'il va comprendre, qu'on n'utilisera pas quand on s'adresse à un joueur débutant. On va pas lui parler au débutant de RNG par exemple, parce que lui, je saurais pas ce que ça veut dire. Alors qu'un joueur de niveau intermédiaire, c'est-à-dire de moyen, lui il va comprendre. Et ensuite, on a un module, on va dire, qui est plutôt joueur confirmé, qui là s'adresse à un public qui a déjà un très bon WN8, mais qui souhaite encore améliorer son efficience en bataille. Alors pour chaque module, on a des instructeurs qui vont répondre à ces modules. Donc on a des instructeurs débutants. Bon, moi je fais partie du groupe débutant. J'aime bien me prendre du temps pour expliquer les choses simplement. Après, on va avoir des joueurs qui vont être plus à un niveau moyen, voire supérieur, donc qui vont pouvoir s'adresser à un public moyen. Et puis on va avoir des joueurs qui sont extrêmement confirmés, qui là vont pouvoir prendre des joueurs qui ont même un WN8 à 2000, ils vont pouvoir les prendre et puis leur permettre de continuer à progresser, quoi. D'accord, donc il y a vraiment pour tous les niveaux, ça c'est nickel. Tout à fait. C'est le principe même, c'est que tout le monde puisse trouver une réponse à ces questions, quelle que soit la question. Ouais, parfait. Et est-ce que vous organisez des événements en particulier, ou est-ce que c'est juste des cours qui se déroulent au fil de l'année?
Alors en fait, on a un tableau de cours qui est accessible depuis le fil de discussion de l'EFTAC, et ce tableau est régulièrement mis à jour. Chaque instructeur disponible met ses cours à l'avance et chaque élève peut s'inscrire. Par contre, il n'y a pas aujourd'hui d'événement puisque le principe de l'EFTAC, ce n'est pas de participer, que ce soit à des clans war, que ce soit du bastion, même si on peut faire des bastions histoire de faire découvrir aux élèves les bastions, mais le but du jeu, ce sera pas de monter un bastion, ce sera de leur apprendre à jouer en équipe, contrairement à ce qui peut se passer en FFA. Donc on mettra l'accent sur le bastion tier 6 par exemple, mais on va pas avoir pour objectif de monter des bâtiments et de créer un bastion. Non, ça va être leur apprendre par exemple, leur apprendre à jouer en équipe en tier 6, voilà, ou en tier 8. Mais non, on n'a pas d'événement à proprement dit qui s'inscrivent dans le cadre de ce que prévoit Wargaming. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu as envie de partager avec nous un événement marquant ou un bon souvenir que tu as eu avec le clan en particulier? L'événement le plus marquant, ça a été le redémarrage du clan, et c'est surtout l'adhésion d'un certain nombre de membres. Donc on va les citer juste après, qui en plus ont des compétences. Alors je sors un petit peu du cadre du jeu, mais qui ont des compétences respectives dans d'autres domaines. Donc on a par exemple des joueurs qui vont nous aider parce qu'on travaille sur des projets, on va dire à moyen terme, typiquement de mettre en place un site internet dédié à l'EFTAC. Pour justement gérer les cours, gérer les modules et gérer les inscriptions des personnes qui souhaitent participer à des cours. Quand je dis inscription, c'est pas s'inscrire dans le clan EFTAC, oui, bien sûr. EFTAC, parce qu'on a des joueurs à l'EFTAC qui viennent de clans différents, qui sont déjà tagués, et c'est un des principes de l'EFTAC, et ça jamais on reviendra dessus, c'est que même quand on appartient à un clan, on peut venir suivre un cours à l'EFTAC, on ne quitte pas son clan. Voilà, on vient se perfectionner. Et on a même des clans qui nous envoient des joueurs qui sont en phase de recrutement pour qu'on les perfectionne et pour que justement après ils soient plus efficaces au sein du clan. Donc à moyen terme, oui, c'est créer un site internet. Donc là, on a un joueur Teflon qui travaille sur le sujet avec des modules. On a mis en place un TS vraiment dédié et financé, autofinancé par l'EFTAC, donc sur les deniers des joueurs bénévoles, pour que justement chacun puisse se retrouver et bien partager quelques cours, quelques parties. On a même le plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui viennent maintenant régulièrement pour se retrouver entre eux et pour se perfectionner. Voilà, donc la mayonnaise est en train de prendre, et c'est ce qui est, je dirais, le plus intéressant, quoi. D'accord, ouais, effectivement, ça fait plaisir de voir que la dynamique continue en plus de ton travail. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Et de voir l'adhésion de nouveaux joueurs. Donc on peut les citer. Bon, il y a Spio FR qui fait partie des joueurs historiques. Il y a Teflon qui s'occupe un petit peu du site internet, et puis qui en ce moment sur le forum est en train de mettre à disposition des maps avec des couleurs pour que tout à chacun puisse repérer rapidement sur les maps les zones, avec les montagnes, les zones difficiles dans l'eau, les points de spot, etc. Donc il est en train de faire un travail qui est assez remarquable. Ouais. On a Warfall qui aussi donne des cours. On a Z, donc Z7. Bon, Z7, on le présente plus, il fait aussi partie des instructeurs de FTAC. On a Xmax, on a Bodalex. On a eu à une époque Ricky Rolls qui est venu donner quelques conseils. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a vraiment un panel d'instructeurs qui peut adresser tous les niveaux des joueurs présents dans la communauté FR. Ah, parfait. Et donc du coup, pour les joueurs qui seraient intéressés pour s'inscrire à des cours ou pour proposer d'en donner, c'est par le forum officiel du jeu Voilà, c'est par le forum officiel. Je vais essayer de retrouver le lien. Donc il y a un forum, il y a un lien officiel qui s'appelle FTAC. Je suis en train de le rechercher. FTAC Clan École Académie de Formation V2. D'accord. Qui est dans la section Nouvelles recrues. Okay. Et sur ce fil de discussion, on a toutes les informations, y compris le lien qui mène au tableau d'inscription au cours. Voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour toutes les infos. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clore l'interview? Non, je dirais juste pour terminer que plus on a de personnes qui vont venir découvrir le jeu au travers de FTAC, et je pense que on arrivera à rehausser le niveau de la communauté FR qui par certains moments, à certaines périodes, est un petit peu, on va dire, délicat. Ouais, c'est vrai. Donc, on invite tous les joueurs qui démarrent sur le jeu à passer à l'EFTAC, ne serait-ce qu'un ou deux cours, pour comprendre les mécaniques au départ. Et on invite aussi tous les personnes qui souhaitent donner un peu du temps
l'EFTAC, à nous contacter pour que on puisse mettre en place avec eux des séances de cours. S'ils ont effectivement des connaissances à transmettre, faut surtout pas qu'ils hésitent à nous rejoindre. Ok, eh ben nickel, et puis merci beaucoup pour cette excellente initiative pour le jeu. Bah, merci à vous surtout. Une excellente soirée à tout le monde. Bonsoir. Merci. Le concours de cette troisième émission consistera cette fois-ci à infliger le plus de dégâts possible à vos adversaires à bord d'un chasseur de chars. Pour participer, il suffit de nous fournir le replay de votre partie jouée en mode standard sur un chasseur de chars uniquement. Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay Gold League de la semaine en duo avec Pupa Jim. Il s'agit cette fois de la première game de la rencontre entre les Hoops Tough Giraffies et les Synergies. Nous sommes sur le match entre les Hoops en vert et Synergie en rouge, donc pour le moment c'est leur première game, ils sont à 0-0. Est-ce que tu as des stratégies que tu connais qui marchent bien sur cette carte? Je connais particulièrement parce que c'est faire des attaques au niveau du point 1. C'est vrai que la base 2 elle est assez peu... Enfin il y a peu de personnes peu de teams qui vont sur la base 2, c'est plus la base 1 qui est privilégiée quoi. Ouais, base 2 tu risques de te faire encercler et... Ah c'est ça, c'est ça que c'est vraiment pour défendre la base 2 et capturer c'est vraiment très difficile alors que la base 1 t'as un côté où t'es un peu hold down et donc pour venir décaper c'est très compliqué pour l'équipe défendante, l'équipe qui défend plutôt. Donc voilà. Ah, elle est obligée de prendre masse de dégâts pour aller au contact. C'est ça, oui. Ok. Alors ceci dit, les Hoops se dirigent plus vers la ville que vers la zone de cap 1. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que pour l'instant ils essaient de prendre de l'info, je sais pas. On dirait qu'ils essaient de s'approcher de la base 2, mais il y a T54 qui prend de l'info au nord. Ouais, mais je pense pas, ils sont plus partis pour essayer de faire des dégâts, prendre un avantage, plutôt que de face cap, ça c'est clair. On peut noter aussi qu'ils ont pris une artille, donc ça là, bon, elle sera utile que s'ils capturent la base 1. Sur la base 2, elle sera complètement useless. Ah, tiens, il y a un petit move des Oups là. Je pense qu'ils se dirigent vers le nord. Ah oui, effectivement, ils sont en train de se redéployer vers le nord. Ouais, ils sont bien partis pour essayer de mettre la pression sur le cap 1 probablement. Par contre, ils ont vraiment bien géré leur move parce qu'ils n'ont pas donné l'info. Parce que les synergies ne bougent pas du tout pour l'instant, donc pour eux ils sont toujours devant. À mon avis, c'était ça le move initial, c'était pour dire oui, on est là. Et après, on bouge au nord et on surprend la team adverse. Ouais, effectivement. Mais du coup, ils auront toute leur équipe qui fera tampon. Et si les S7 commencent à caper, ben il sera vraiment tranquille à un bon moment. Donc les autres n'arrivent en position. Alors ils vont synchroniser avec le T54 pour entrer dans le cap ensemble. Voilà. Bon, là on voit aussi qu'en D6, il y a des heavy held down qui protègent cette ruelle parce que souvent c'est vraiment une ruelle à défendre. Avec le 50B en fond qui est là pour sniper de loin. Du coup les synergies sont en train de se redéployer. On va essayer de décap. C'est vrai que ça cap quand même très très vite. Hein. Mais c'est vraiment une strat classique qu'on voit vraiment très très souvent sur cette map. Ouais. Bah là, on va dire la différence se fait au niveau de la gestion de l'information. Oups a vraiment réussi à le cacher jusqu'au dernier moment. C'est ça, ouais. En faisant croire qu'ils étaient en ville. Okay. Du coup, ça leur a fait gagner des précieuses secondes, quoi. Voilà. Bah là, par contre, je vois qu'il y a le FV en D6. J'aurais pas forcément choisi le FV. Il n'y a pas énormément de négatifs. Donc, j'aurais plutôt mis les DE5 et le STI, quoi. Ceci dit, ils ont bien réussi à faire remonter le compteur, mais ils ont laissé pas mal de plumes. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Ok, le T54 a pris cher, mais ils vont probablement sortir le FV. Ouais, le 100 qui a mis une grosse chouquette sur le FV. Le X4 qui... Ah non. Pas réussi à sortir. Ah, il y a le VT qui arrive derrière qui va faire très très mal à mon avis. Ah oui. Oh, il a ramé un. Ouais, mais pour éviter de gaspiller le but, ça c'était joli quoi. Ah bah ouais, c'est toujours ça d'économiser. Du coup, oui, ça s'effondre complètement de ce côté-là pour les Hoops. Bon, dans l'autre ruelle, ils vont sortir le FV dans un instant. Ah, ils sont vraiment dans une position difficile là. Ouais, c'est compliqué là, ils sont un peu split et faut vite que les lourds se rejoignent. Profiter que le WT soit en reload pour sortir les chars le plus rapidement possible. Ouais, parce qu'après ça serait une autre paire de manches.
C'est vrai que ouais, le VT là, il a encore beaucoup trop de points de vie. Après, ils ont le temps encore, hein. Ils sont facilement 30 secondes de... Enfin, il y a encore 30 secondes de reload facilement, donc... Ok, il y a Scud qui sort. Bon là, ils sont bien. Bon, ils sont à 4 contre 2 globalement là. Le VT a l'air d'avoir terminé de reload vu qu'il arrive dans leur dos. Et le fait d'avoir une artillerie est quand même assez difficile pour les autres, puisque là en ville, elle peut pas trop participer. Bah ça sert pas à grand chose pour l'instant. Oups. Ouais, très difficile maintenant. Le VT fait quand même très malin, il fait vraiment son rôle de sortir des chars le plus rapidement possible. C'est... Ouais. Ok, il est pas tombé loin celui-là. Maintenant ils sont toujours à 2 contre 2. Mais ouais, l'artillerie va avoir du mal à participer. Hein. 54 qui part à la recherche de l'artillerie justement. Je pense qu'ils ont raison. Ça fait, même si elle est pas hyper dangereuse, elle peut quand même embêter pas mal. Donc, ouais. Puis avec son nombre de points de vie face au STB1, il tiendra pas une seconde. STB1 qui a senti la menace sur son artillerie. Ouais, ce que j'allais dire justement. Et ouais, bon, il a réussi à sortir le... Je pense qu'il a tiré une HE. Ah ouais, mince. Ouais, force. Bonne réaction du STB1. Enfin, bonne anticipation en fait pour le coup. Bah c'est ça, ouais, il avait pas du tout l'info et c'est vrai qu'il a fait un bon move. Parce que après c'était aussi le souci, ils ont été forcés à se séparer quoi. C'était un peu... D'un côté c'était obligatoire parce que là ils forcent du coup les synergies à venir sur la décap. Donc, bon, après évidemment un seul joueur, il y a peu de chance que ça se gagne au cap, mais il force son adversaire à prendre des risques pour venir le chercher. Bah, surtout comme je disais, voilà, sur la cap 1 on a vraiment un petit avantage sur hold down. C'est ça quoi. Donc Insane pourra mettre sans aucun problème le premier tir. Ceci dit, le STB1 ne lui facilite pas la tâche en essayant d'arriver vraiment dans son dos. C'est ça. Après il a un énorme avantage au niveau des PV, hein. Il est quasi full et après juste un tir. Ouais, ça c'est la grande difficulté. Alors... Il va falloir qu'il se dépêche un peu quand même. Bon, il reste 40 secondes, mais... Ouais. Il a bien pris son temps. Ah, il a dû le repérer. Ah, c'est étonnant, on dirait que Insane ne le spot pas ici, quoi. Pourtant ils sont pas très loin. Ouais. Ok. J'ai pas vu s'il avait tiré une HE ou s'il avait tiré une... Je sais pas. Bon, en tout cas, visiblement, ça suffit à des caps. Ouais, c'est ça. Il a dû juste lui endommager les chenilles ou je ne sais quoi. Ouais, je pense qu'il peut y aller en mode YOLO, ça passera quoi. Il a quand même un bien meilleur DPM que l'IS-7. Plus de points de vie, ouais. En plus, ouais. Alors, ça fait un tir dommage quoi. Ouais. Bon, maintenant il faut vraiment qu'il rende l'obus. Okay. Un tir de la hit, ça c'est pas forcément une bonne idée sur un IS-7. Ouais, là j'ai passé des Russes qui est toujours très efficace. Bon. Insane qui est plus qu'à un tir de la mort. C'était bien un peu lui peut tanker 2 fois. Enfin, tanker une fois et ensuite sortir. Bon, il est large là, il peut mettre 2 tirs sans qu'il prenne un seul. Alors ça va être... Ouais. Ah voilà, encore le problème de la hit. S'il avait pas tiré de la hit, il tape sur la première track, il sort et là ouais. Mauvais choix des munitions je pense. Ouais. Alors on va voir, parce que bon, il a perdu son avantage, mais maintenant ça reste quand même le premier qui passe à gagner. C'est dommage là, le STB il a vraiment pas eu de chance sur ses tirs et après ça je pense que c'est aussi une erreur de sa part d'avoir mis trop des hits. C'est sûr que sur le papier elle est meilleure, mais bon, elle a quand même pas que des avantages, contrairement à la PCR. Ah je suis étonné qu'il sorte de la cap, c'est dommage ça. C'est dommage. Ouais. Du coup là c'est trop... Ouais si, c'est encore bon pour... Et ouais c'est encore bon mais c'est très just. Du coup il peut pas se le permettre parce que si l'autre sort une HE et lui met juste un petit coup dans les chenilles, il peut la perdre bêtement comme ça. On sent les joueurs qui ont la pression de toute leur équipe derrière eux. Je pense ouais. Bon, après c'est que la première bataille de la rencontre mais quand même. Toutes les batailles sont importantes. Ça c'est clair à ce niveau de jeu, clairement.
Ouais, bah ouais, je pense que... Bah de toute façon, le STB, il a raison, hein, il a pas intérêt à le chercher, c'est à Insane de soit capturer la base, soit d'aller le chercher, quoi. Il est en défense, le STB. Donc, Ok, donc maintenant il suffit que le STB mette, enfin le décape une fois, et il y aura plus possibilité de caper pour Insane. Je sais pas, peut-être qu'il a chargé une... non, ouais, non, ça serait trop dangereux de charger une HE. ouais, je pense, ouais. Ça passe pas forcément, et surtout sur un IS-7. Bah, même s'il le décape à tous les coups, voilà, il y a très peu de chances qu'il le sorte, donc c'est beaucoup trop dangereux. Il y a eu quand même pas mal de retournements hein, sur cette partie, quoi. Là, je pourrais pas te dire qui est-ce qui a l'avantage. Vraiment, c'est assez équilibré, on va dire. Ouais. En tout cas, le STB1 est en train de laisser passer ses options. Il va être obligé d'y aller, sinon ça va se finir au cap. Bah ouais. Après, il peut peut-être profiter de sa tourelle qui est pas trop mauvaise, quoi, même s'il a quand même un peu plus de weak spot. Ouais. Ah mince, ouais, bah GG, un gros GG quand même, de la part des Hoops et de Insane en particulier. C'était vraiment très très bien joué, quoi. Et c'était vraiment très très tendu parce que vraiment jusqu'à la fin, tellement de retournements de situation, on pouvait pas savoir qui allait gagner. Je pense qu'honnêtement, il aurait pu lui remettre un deuxième tir quand il a bouncé et il aurait dû tenter le tir. Je pense qu'il avait le temps d'en mettre deux. Puis ils en tiraient plus ou moins en même temps et il reloadait plus vite. Donc il aurait dû tenter le deuxième tir. Et voilà. Et assurer, quoi. Bon, c'est dommage. Ouais, et puis pareil, le choix de la munition qui était pas forcément optimal face à un IS-7. Bon, en tout cas, vraiment tout de même vraiment bien joué aux deux. Et puis très beau move quand même sur le back sur le T54 qui était allé chercher l'arty, c'était vraiment bien pensé. Ouais, bah là ils auraient été embêtés s'il y avait eu encore l'arty vivante. Je pense que le STB serait mort depuis. Enfin, l'IS-7 serait mort depuis bien longtemps, quoi. Oui, clairement. Donc voilà, quoi. Ok. Eh bien, merci d'avoir commenté ce replay avec moi et à la semaine prochaine. Merci à toi. À la semaine prochaine. C'était le meilleur replay de la semaine sélectionné avec amour par notre spécialiste Vegette, que vous pouvez suivre sur ses chaînes Twitch et YouTube. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kiefer pour un tutoriel consacré au système de matchmaking et à la composante aléatoire du jeu. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.